Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices et bienvenue à un nouvel épisode de La face cachée de l'uniforme, le balado qui vous dévoile l'univers fascinant des sciences infirmières. Nous découvrirons la profession sous toutes ses coutures car bien que tous les infirmiers et infirmières endossent l'uniforme, tous et toutes ne font pas la même chose. Mon nom est Audrey B. Fortier et je serai votre animatrice tout au long de cet épisode durant lequel nous allons discuter de santé mentale. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos invités. Marie-Hélène Goulet, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, ainsi que Vincent Billet, doctorant à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et infirmier diplômé d'État de France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, bien, d'entrée de jeu, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous amenait à vous intéresser à la santé mentale? Ben, dans mon cas, c'était vraiment un hasard. J'étais au bac en sciences infirmières, puis j'étais assistante de recherche pour une professeure qui était Caroline Larue, qui s'intéressait à la santé mentale, isolement, contention. Puis j'y connaissais absolument rien. Puis quand j'ai fait mon stage en santé mentale, j'ai eu peu d'intérêt, honnêtement. OK. J'étais dans une unité psychiatrique de soir, très peu proactive, je dirais, qui n'est pas l'image de toutes les unités. Mais quand j'ai été infirmière sur l'équipe volante, puis qu'on m'envoyait au deuxième étage où était l'unité de psychiatrie, mais à chaque fois, j'étais toujours de plus en plus intéressée, OK. toujours de plus en plus à l'aise parce que l'accent était mis sur la relation d'aide. Puis c'est là que je me suis retrouvée à la maison, en fait. Et là, j'ai continué. Intéressant, intéressant. Pour toi, Vincent? Moi, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans ma famille qui avaient des enjeux de santé mentale, donc j'avais une certaine sensibilisation à ça, et donc une facilité certainement de rencontres et de contacts. Et en fait, j'ai passé le concours infirmier juste à l'école infirmière en France. À l'époque, c'était pas universitarisé, donc c'était dans des hôpitaux, donc juste à l'hôpital psychiatrique. Et puis après, j'ai fait mon premier stage en psychiatrie, puis ça a été, je suis tombée un peu en amour avec tout ça. Et après, j'ai travaillé pendant 12 ans en France dans les services psychiatriques, donc j'ai fait beaucoup de services fermés, de crise, comme on dit, donc les urgences psychiatriques et des services d'admission involontaire. Puis après, je suis allé faire un peu plus de consultation, où là, je suis parti dans des services plus généraux pour faire de l'évaluation psychiatrique des personnes qui étaient hospitalisées pour une jambe cassée ou des choses comme ça. Et puis après, je suis arrivé au doctorat. Où là, tu es l'étudiant de Marie-Hélène. Exactement. Donc, oui. il y a un lien entre vous deux. Là. Oui, il y a un lien, il y a un bon lien. Mais là, maintenant, si on fait un petit détour sur un aspect un peu plus concret, je sais que dans la profession infirmière, il n'y a pas une journée pareille, mais si on devait faire une généralité, de quoi a de l'air une journée typique? Je dirais que c'est très rythmé par la routine des quotidiens qu'on peut avoir à l'hôpital, que ce soit en psychiatrie finalement qu'en soins généraux, avec les dîners, les repas, la médication. Ce qui va changer un peu plus en psychiatrie, ça va être le type de soins qu'on va apporter. On va plus faire des entretiens, des évaluations, des accompagnements, alors que dans les services généraux, ça va être plus des pansements, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est rythmé par ces heures de repas et de médication. Et puis après, c'est un peu au gré de l'énergie de la journée, je dirais. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font en fonction des personnes déjà hospitalisées, comment elles se sentent à ce moment-là, et qui va un peu générer l'ambiance d'unité, mais aussi du positionnement de l'équipe. Par exemple, moi, je sais que quand j'arrivais à mon 5e matin, que je me réveillais à 5 heures, j'avais peut-être un peu moins de patience. Donc peut-être que dans l'énergie de l'unité, il y avait un peu plus de tension qui pouvait être amenée, alors que des moments où c'était un peu plus détendu. Voilà, donc là, je dirais que la journée typique n'existe pas vraiment, comme tu le précisais au début, vraiment, surtout en psychiatrie, parce que ça va être très fluctuant en fonction de comment se passent les rencontres et comment sont les personnes à cet instant T. OK, tu vois, justement, tu apportes un point que je trouve intéressant. C'est un espace, comme tu dis, qui est très axé sur la rencontre, le relationnel, comment la personne se ressent. Et à travers tout ça, je serais curieuse de savoir c'est quoi la réalité sur le terrain, comme parfois, dans les médias, on a tendance à avoir une vision assez négative des unités psychiatriques. Puis, moi, je dirais qu'on a beaucoup d'appréhension. Les étudiants à qui j'enseigne chaque année dans le cours de santé mentale sont stressés d'aller en stage, ils ont peur, ils pensent que ça va être violent, qu'il va y avoir des cris. Mais dans les faits, il y en a qui sont presque déçus à quel point c'est calme. Pour de vrai? C'est vraiment, la plupart du temps, c'est super calme. C'est vraiment très, très rare qu'il y ait
autant d'activités qu'on peut l'imaginer. Le patient en crise, les cris. C'est sûr que des fois, il va y avoir une personne avec des symptômes un peu plus aigus, mais finalement, dans le quotidien, c'est plutôt calme, je dirais. Puis peut-être pour compléter, Vincent, ce que tu disais sur la routine aussi, je dirais qu'il y a quelque chose d'intangible vraiment dans le rôle infirmier aussi. C'est non seulement une structure de la journée, mais qu'est-ce que l'infirmière fait en santé mentale? Puis c'est un peu la question qu'on a souvent. Puis souvent, l'infirmière, on va avoir l'impression qu'elle fait pas grand-chose. Donc, elle va discuter avec la personne, va même jouer au ping-pong, à un jeu avec la personne. Mais dans les faits, elle va être en train d'évaluer la personne qui est devant elle, sa capacité de mémorisation, à s'exprimer, est-ce qu'elle semble à l'écoute de voix, donc il y a beaucoup de choses qui se font et qui passent un peu inaperçues dans le rôle infirmier, je dirais. Bien, en effet, parce que là, tu touches à un point que je trouve très intéressant. Comme vous devez regarder aussi l'état mental de la personne, comment est-ce que vous faites l'évaluation du patient? On peut imaginer, tu es à l'urgence, quelqu'un a une jambe cassée, tu regardes la jambe cassée, c'est visible, c'est tangible. Mais quand on est dans l'intangible que tu me viens de dire, comment ça s'articule? Bien là, je vais sortir la prof en moi. OK, parfait. Donc, pour mes étudiants, je donne l'acronyme ASEPTIC. OK. Donc, ce qui veut déjà, c'est ça. Donc, on reprend. Donc, on va voir si moi-même, je me souviens bien de mon acronyme. Donc, le A pour apparence, activité motrice. Donc, c'est des éléments d'évaluation. Le S pour speech, donc discours, langage, la qualité du débit. Est-ce qu'il y a des particularités dans la façon que la personne s'exprime? Parce qu'il y a plein de symptômes de différents problèmes qui peuvent se manifester à travers ça. Le E pour émotion, tout ce qui a trait à l'humeur, l'affect, est-ce que l'humeur est triste, euphorique, labile. Après ça, le P pour la perception, donc par exemple, est-ce qu'il y a des hallucinations auditives, visuelles, ce genre de trucs. Le T pour penser. Donc, est-ce que la personne est logique quand elle parle? Est-ce qu'elle fait part de délire? Donc, c'est d'autres dimensions qu'on va évaluer. I pour insight, l'autocritique. Et C pour la cognition. Est-ce que la personne est bien orientée dans le temps? Est-ce qu'elle est l'état de sa mémoire? Puis, à travers tout ça aussi, on va évaluer le risque de violence, le risque suicidaire, mais aussi les forces de la personne. OK. Est-ce que sur le terrain, la perspective de Vincent là-dessus, est-ce qu'on corrobore? Oui, complètement. Après, je pense que les pratiques sont différentes en France, donc où les choses sont peut-être moins standardisées encore, elles le deviennent. Moi, je pense que j'ai appris beaucoup plus sur le terrain quand je suis arrivé. En plus, j'ai commencé par les urgences psychiatriques, donc l'évaluation était très ciblée sur antécédents, histoire de vie, symptomatologie à ce moment-là, et quelle était la demande de la personne. Mais moi, je rebondirais juste aussi sur toute cette question de tous les moments informels en fait qu'on a en psychiatrie. Jouer au ping-pong, accompagner les personnes au parc, faire un entretien plus informel dans les couloirs parce que la personne ne se sent pas forcément d'aller dans un bureau ou des choses comme ça. C'est aussi, au-delà de l'évaluation infirmière qu'on doit mener évidemment, c'est l'objectif, je pense, premier de la profession infirmière, c'est de rencontrer les personnes et d'établir une relation thérapeutique. Et donc, c'est pas comme quand on se casse une jambe, on se casse une jambe, on sait, on n'a pas besoin d'expliquer toute notre histoire de vie, des choses comme ça, pourquoi on a la jambe cassée. Alors qu'en psychiatrie, il y a plusieurs choses qui sont multifactorielles et donc il y a besoin d'avoir une vraie connaissance de la personne, donc de son histoire de vie, de qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui ici, en plus de la symptomatologie aiguë. Et pour cela, forcément, on n'est pas tous forcément très à l'aise de se confier comme ça et donc ça se crée comme ça, la relation thérapeutique aussi, par tous ces moments d'informalité dans la relation, dans l'unité et dans le soin. Puis, le but aussi, peut-être, ça serait intéressant de dire que c'est pas de guérir nécessairement. On est beaucoup dans le rétablissement. Okay. Donc, on a besoin d'être en relation avec la personne pour comprendre, mais c'est quoi son projet de vie, c'est quoi son objectif, puis de l'accompagner là-dedans, en fait. C'est pas... Oui, il y a des problématiques pour lesquelles on va parler un peu plus de guérison, mais le but, c'est véritablement le rétablissement, en fait. OK, parfait.
Et juste pour reprendre ce que disait Marie-Hélène aussi tout à l'heure, sur les unités sont beaucoup plus calmes qu'on ne l'imagine par rapport à tout ce qu'on voit dans les médias. Mais je pense qu'il y a une responsabilité aussi de nous, en tant qu'infirmiers et infirmières, où on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on rencontre des personnes dans la vie de tous les jours et on dit qu'on est infirmier psychiatrique, souvent la première réaction, c'est « Oh là là, ça doit être difficile, comment tu fais ?» oui. Et puis nous, généralement, on dit « Pas tant que ça, en fait, ça va. » Mais on nous demande souvent « Raconte-nous quelque chose. » Et c'est vrai que comment on va avoir tendance à raconter des choses exceptionnelles. Souvent, les choses exceptionnelles sont les choses où il y a des agitations, des choses qui vont marquer. Et en fait, sans s'en rendre compte, on participe quelque part à une certaine stigmatisation des unités de l'hôpital psychiatrique et des personnes qui y sont soignées. Alors qu'en fait, on devrait raconter les choses les plus banales quelque part et les plus douces qui se passent, c'est-à-dire juste un bonjour le matin, d'accompagner une personne qu'elle m'a raconté l'idée qu'elle avait des idées de suicide ou des choses comme ça. Et ça se fait tout ça dans un calme absolu, mais on est là quand même pour accompagner. C'est pas parce que c'est pas bruyant que le soin n'a pas besoin d'exister, mais c'est bien dit. Tout ça pour dire que les unités sont, à part les urgences psychiatriques où là ça peut être un peu différent, mais sont généralement oui très très calmes. Puis on les voit aussi, surtout en milieu psychiatrique, là, parce qu'on parle du milieu psychiatrique, mais tout l'aspect du soin en milieu communautaire. Mais à l'hôpital, on les voit à un moment de crise, à un moment de décompensation. Donc, on les voit toujours à des moments où ça va vraiment pas. Puis du moment que ça va mieux, ben en fait, c'est qu'ils ont leur congé. Donc, on les voit pas quand ils sont vraiment en rétablissement. Donc, c'est pour ça que même dans les études, on démontre que les infirmières en psychiatrie sont souvent celles qui ont le plus de stigmatisation parce que vraiment, c'est le quotidien, c'est à des moments un peu plus de crise. Et de là, l'importance d'avoir des modèles positifs, par exemple, les pères aidants qui sont des personnes qui ont un savoir expérientiel, qui vivent avec la maladie, qui se sont rétablis, qui ont eu une formation en santé mentale par la suite. Puis leur but, eux, c'est d'incarner l'espoir d'aller mieux, en fait, mais on voit aussi que ça a un effet sur les équipes soignantes de côtoyer les pères aidants parce que mais regarde, cette personne-là, je l'ai déjà soignée, puis maintenant, c'est rendu une collègue dans l'équipe. Ça donne l'espoir à tout le monde, absolument. Et je pense aussi ça nous sensibilise aux propos qu'on utilise quand on est avec des personnes concernées autour de la table. Et c'est pas un mal. Non, c'est clair que c'est un sujet qui mérite à être abordé différemment. Là. C'est évident. Et une chose que vous aviez mentionnée qui m'est restée un peu en tête, on parle beaucoup de l'aspect relationnel. Comme je disais, c'est plutôt calme. C'est pas toujours l'image chaotique qu'on s'imagine. Mais comment est-ce que vous négociez, je pourrais dire, l'équilibre entre empathie et distance professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être difficile comme on est dans la souffrance d'autrui? Bien, on dit souvent qu'en santé mentale, on est notre propre instrument, notre propre outil. Donc, pour moi, l'empathie, puis en plus, là, il y a une série à la mode sur le sujet. En effet. Pour moi, l'empathie est essentielle. On a besoin d'être soi-même, d'être authentique, parce que sinon, la personne devant soi va se rendre compte, puis elle ne va pas nous écouter, on ne va pas entrer véritablement en relation. Donc, pour moi, c'est un plus d'avoir cette empathie-là. Là, c'est pas d'aller vers la sympathie, puis il faut quand même se questionner, c'est quoi notre rôle? Si je pleure avec la personne, ben c'est pas à la personne de me consoler. Là. Donc, c'est ce que je dirais. Toi, Vincent? Oui, ça irait un peu dans ce sens-là. Alors moi, je déteste ce terme de distance professionnelle ou de juste distance qui n'est même pas vraiment défini nulle part. Je pense que c'est ce qui apporte beaucoup de confusion dans notre profession, notamment en psychiatrie, et beaucoup de froideur par moment, et même de la stigmatisation peut-être, et de l'éloignement des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie. Moi, je dirais plus que dans la vie des unités, finalement, on se rend compte, on est obligé d'être nous-mêmes à un moment donné et on doit faire tomber le masque soignant, bien sûr, on doit le porter, on a des connaissances, on est là pour accompagner, on est des tuteurs pour ces personnes, c'est-à-dire des tuteurs comme une plante qui vient aider à comment on peut les accompagner, mais il faut savoir aussi, je pense, dire qu'on ne sait pas toujours où on va aller, quelle réponse on peut avoir à ce moment-là, et aussi dans la vie d'unité, c'est on a une connaissance de ces personnes, mais ces personnes, elles ont une connaissance de nous. Elles nous observent, elles aussi. En effet, ça va des deux bords. Et donc, je pense qu'il y a une vraie richesse de se rendre compte que
il y a cette rencontre qui se fait et cette connaissance-là qui se fait. Donc, je dirais que c'est plus de savoir poser des limites sur certaines choses. Sur, oui, moi, je ne suis pas là pour que la personne prenne soin de moi. Mais est-ce que moi, je peux m'autoriser? Moi, je sais que, par exemple, en France, c'était très interdit de prendre quelqu'un dans ses bras ou des choses comme ça. Et moi, en vieillissant, dans ma carrière, il y a des choses que je me suis un peu plus permis, de manière peut-être un peu dérogatoire, où finalement, du moment où je savais quel était le but, la finalité, c'est-à-dire prendre soin de la personne sans qu'il y ait quelque chose d'insidieux quelque part, c'est plutôt correct, je dirais. Donc, c'est un peu savoir poser les limites, comme dans la vie, de dire, ça, moi, je ne peux pas me le permettre dans ma profession, quand je suis infirmier, mais moi, je peux permettre ça à ces personnes-là parce que je suis là pour ça. L'autre chose que j'aimerais voir, comme tout à l'heure, Marie-Hélène, tu parlais des pères aidants, si je ne m'abuse, et qu'il y a des belles histoires, qu'éventuellement, ces personnes-là deviennent même un pôle de connaissances dans la pratique. Est-ce que vous, personnellement, dans votre parcours, vous avez vécu un moment qui vous a été touchant, marqué, une relation, un moment avec un patient qui a été significatif pour vous? Je commencerai avec père aidant. Là, tu m'as allumé. Souvent, on se rend compte quand on fait des conférences, des présentations, de la formation aux infirmières ou aux cliniciens. Donc, la théorie, tout n'est pas retenu, hein, on s'entend. Donc, souvent, comme stratégie, on va s'assurer qu'il y a un témoignage aussi qui va incarner un peu ce qu'on essaie de transmettre comme information. Puis, il y a quelques années, dans le cadre d'une étude, je rencontrais une infirmière, puis je lui posais des questions sur une intervention plus spécifique. Puis elle me disait, il y a quelques années, j'avais entendu un témoignage d'un patient, puis depuis ce temps-là, ça a changé ma pratique. Il parlait du retour post-isolement, puis depuis ce temps-là, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré à ma pratique parce que je comprends mieux l'impact puis le traumatisme que ça peut donner. Puis en fait, moi, j'étais la conférencière avec lui. Donc, avec Chad Chouinard, qui est maintenant père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie, pour ne pas le nommer. Donc, ce qui a eu un impact, c'est son témoignage à lui, pas toute la théorie que j'avais donnée. Okay. Donc, dans le changement de pratique, donc tu parlais de l'impact dans la pratique clinique. Mm-hmm. Donc, oui, mais puis... Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, c'est impossible dorénavant que je fasse de la recherche sans la collaboration de personnes qui ont l'expérience vécue de ce qui m'intéresse. Donc, dans vraiment la plupart des projets, aussitôt que c'est possible maintenant, on inclut des personnes qui ont l'expérience vécue, pour ma part, de la coercition. Et les cliniciens aussi, les infirmières aussi, mais d'autant plus les personnes qui vivent la coercition parce que ça a des conséquences. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient humaniser les connaissances. C'est pas juste froid et distant. Là. On voit l'impact concret sur quelqu'un. Là. Oui. Moi, je reviendrai dans un premier temps à la pratique clinique, où moi, je pense que c'est des petites choses douces, justement, dont on ne parle pas souvent. Mais moi, je me rappelle des personnes à qui ça faisait du bien de danser, donc avec qui je dansais dans le service. Et c'est des moments vraiment très beaux dans ma mémoire. Et sinon, il y a... Et là, je vais faire le pont avec la recherche, mais quand j'ai mis le pied un peu dans la recherche, moi, tardivement, parce que comme je le disais, à l'époque, c'était pas universitarisé la formation initiale infirmière. Donc, j'ai dû attendre d'être à la maîtrise pour découvrir la recherche. Et à la suite de ça, j'ai fait partie d'un projet de recherche où on a mis en place un questionnaire à l'entrée des personnes dans un service d'admission involontaire sur la gestion des émotions. En fait, on leur posait un peu des questions sur comment ça peut se manifester quand ils sont pas bien, qu'est-ce qui marche dans ces cas-là pour les apaiser, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire aussi dans ces cas-là. Puis on en parlait aussi avec leurs proches. Bref, il arrive à un moment donné, une personne arrive, je fais passer le questionnaire avec cette personne. Elle me répond que, par exemple, quand elle est agacée, elle aime manger un kebab. Okay. Donc, moi, sur le moment, je lui réponds, forcément... moi, si ça arrive à un moment donné, je n'aurai pas le temps d'aller chercher un kebab. On est quand même à l'hôpital psychiatrique, mais je verrai qu'est-ce que je peux vous proposer à grignoter à ce moment-là. Je dis non, c'est toujours un kebab. Bon, le temps passe, et puis la journée passe, et puis je vois finalement que la personne, comme elle me l'avait manifesté, elle déambulait beaucoup, que voilà, il y avait de la tension qui arrivait.
Donc finalement, je vais la voir tout simplement et je lui dis, bon, mais là, comme on en a discuté tantôt, je disais pas tantôt à l'époque, je vois que vous êtes tendu, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que j'ai des madeleines. Alors je sais, j'ai pas de kebab, mais j'ai des madeleines. Et là, la personne se retourne et je vois vraiment, même dans le corps, la tension se pose comme ça, et il me regarde, il éclate de rire et il me dit, vas-y, balance-moi tes madeleines. Et je trouve que c'est toujours quelque chose une belle histoire, quoi. En effet, c'est un bon exemple d'un petit moment touchant et calme, comme tu disais. Et puis après, pour finir avec la recherche, voilà, en France, on est un peu en retard par rapport à ça, par rapport à l'intégration des personnes premières concernées. De plus en plus, moi j'ai eu la chance de travailler avec une patiente partenaire à Bordeaux, mais j'ai vraiment découvert encore plus la plus-value de tout ça en arrivant ici à Montréal avec le doctorat, puis avec Marie-Hélène dans son équipe de recherche qui intègre beaucoup ces voies-là. Et moi, dès le début de mon doctorat, j'ai eu l'opportunité et le privilège de travailler avec une patiente partenaire qui a une expérience vécue de mon phénomène d'études. Donc oui, c'est vraiment... Oui, alors maintenant, on va ressortir votre côté universitaire, professoral, doctorant. Alors, Marie-Hélène, tes recherches portent sur quoi? Moi, je vise à prévenir le recours à la coercition. Donc, coercition, c'est tout ce qui est mesure d'exception et qui va restreindre les droits de la personne, en fait. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret pour ceux qui ne connaissent pas ça? Par exemple, on va parler de tout ce qui est l'hospitalisation involontaire, le traitement involontaire, même d'être amené à l'hôpital par les policiers aussi. Le fait aussi, en milieu hospitalier, par exemple, d'être mis en isolement, sous contention. Donc là, on est un peu plus dans les images habituelles, plus stigmatisantes, mais ça arrive encore. Puis, ça arrive comme presque une personne sur 10, une personne sur 8 va subir quand même la coercition lors de sa trajectoire pour une seule hospitalisation. Puis on sait qu'il y a quand même le phénomène de la porte tournante. Donc, l'idée vraiment, c'est dans un premier temps de comprendre les mesures de contrôle, la coercition, tout ce phénomène-là, comment c'est vécu par les personnes. Puis après ça, ça nous permet de se questionner pour rechercher des outils, pour outiller les équipes à faire autrement. Et c'est là que, comme je disais tout à l'heure, l'intégration à la fois des intervenants, des infirmières, des gestionnaires, mais aussi des personnes qui ont l'expérience vécue, puis des proches aussi, on les oublie souvent, ça nous permet de diminuer le plus possible nos angles morts, puis de nous outiller le plus possible. OK, intéressant. Et Vincent, en tant que doctorant de Marie-Hélène, je crois que les sujets sont un peu interreliés, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Mais moi, je m'intéresse à quelque chose un peu plus spécifique dans la coercition, qui s'appelle la coercition informelle. Donc, c'est toutes les contraintes qui sont un peu plus implicites, un peu plus invisibles dans les soins psychiatriques, alors que ce soit de manière dans la relation directe, mais ça peut être aussi juste dans l'architecture, dans comment l'architecture peut être faite. Mais par exemple, dans la relation, c'est faire une menace à une personne, tout simplement lui dire si à ce moment-là tu prends pas ce traitement, mais on devra recourir à des moyens un peu plus costauds comme la contention, comme l'isolement. Mais ça peut être des choses plus douces dont on se rend pas compte. Si tu tiens bien, je t'autoriserai à sortir plus tard. Et puis dans les murs, dans les règles, il y a des choses qui peuvent être très coercitives, en fait, contraignantes. Par exemple, la plupart des unités ont les portes barrées. Il y a beaucoup de règles d'unité, notamment à quelle heure il faut se lever, à quelle heure il faut manger, à quelle heure il faut prendre sa médication. Et c'est des choses qui peuvent être finalement assez contraignantes. Et ce phénomène que j'étudie, moi, j'essaie de le comprendre. L'idée, dans un premier temps, c'est de le comprendre pour voir un peu après qu'est-ce qu'on peut proposer comme piste d'amélioration. On en a pris connaissance notamment grâce à l'expérience des personnes premières concernées qui ont fait part de leur vécu de coercition, et notamment des personnes qui ont été hospitalisées de manière volontaire et qui ont rapporté quand même se sentir contraintes, obligées de faire certaines choses. Okay. Donc c'est assez intéressant parce que ça touche en fait toutes les personnes qui peuvent être hospitalisées en psychiatrie. Et voilà. Puis, Vincent, tu parlais des portes fermées, des portes barrées, puis ça, c'est quelque chose qu'on
On ne peut pas imaginer en milieu de santé physique qu'on irait à l'hôpital puis les portes se refermeraient derrière nous puis on devrait demander la permission et qu'on pourrait perdre la permission d'aller à l'extérieur. Alors que quand même en milieu psychiatrique, la plupart des hospitalisations sont volontaires. Okay. Donc, si c'est volontaire, pourquoi on ne peut pas tout simplement sortir? Puis c'est un de nos projets de recherche justement de... tout simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas déverrouiller, peut-être pas toutes les portes, mais certaines portes. Mais pour ça, il faut se questionner un peu sur, c'est quoi, est-ce que les intervenants vont sentir leur sécurité menacée? En effet, oui. Donc, comment on aborde ça? Donc, c'est beaucoup plus complexe que seulement débarrer une porte. Mais par exemple... Pardon? On a des beaux exemples en Europe. Oui, c'est ça. Puis ça se fait ailleurs. Donc, ça se fait ailleurs. Puis avant, il y avait beaucoup de portes qui étaient débarrées, même au Québec. Puis il y en a certains milieux qui ont des portes débarrées, mais c'est rare. Puis moi, bien honnêtement, si à la fin de ma carrière, j'arrive à ce que la plupart des portes en psychiatrie au Québec soient débarrées, ça va être mission accomplie. Bien, tu vois, ce que tu viens de dire est comme une bonne transition vers la dernière question que je voulais vous poser avant qu'on se quitte. Si vous pouviez changer une seule perception à propos de la santé mentale ou des unités psychiatriques, ce serait quoi? Grande question. En effet, en effet. Pour une chose, il y a tellement de choses, mais je dirais peut-être, je vais utiliser le terme de déstigmatisation, donc c'est-à-dire d'arrêter de penser que les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, quels qu'ils soient, sont inférieurs aux autres personnes. Je pense qu'on fait tous face à un moment donné à des enjeux de santé mentale. L'idée, c'est pas non plus d'invisibiliser la souffrance qui peut être plus grande pour certains enjeux, bien au contraire. Mais je pense que c'est justement ce qu'on essaye de faire avec nos recherches, d'équilibrer, de rendre plus équitable justement tous ces savoirs-là, qu'ils soient disciplinaires ou expérientiels, et que toute personne vaut le coup. Et il n'y a pas de personne en dessous d'autres, quoi. Donc arrêter un peu cette hiérarchisation et cette stigmatisation. Pour compléter, je dirais d'arrêter de penser que toutes les personnes qui ont un trouble mental grave sont violentes. C'est vraiment une infime partie des personnes qui ont un trouble mental grave qui vont avoir des comportements violents. Puis c'est même plutôt le contraire. Ils sont plus à risque d'être victimes de violence que d'être acteurs de violence. Donc, puis ça, c'est beaucoup alimenté par la couverture médiatique. On en a parlé un petit peu, donc ça rejoint ce que tu dis un peu quand même par rapport à la stigmatisation. Puis mon deuxième point, ça serait d'avoir une vision positive, justement, de la capacité à se rétablir. Il n'y a pas longtemps, j'étais impliquée à la Société québécoise de la schizophrénie. Bon, ça fait 2 fois que je la nomme, on dirait que je suis mais il y avait un concours de bourse pour les personnes qui vivent avec la schizophrénie. Puis, je voyais les candidatures, puis j'ai été tellement impressionnée par le nombre de personnes qui étaient à l'université, au cégep, à l'université, premier cycle, deuxième cycle. Donc, aussi, quand on parle de troubles de santé mentale, ça peut être notre voisin, de bureau. C'est pas écrit dans le front, puis les personnes, juste d'avoir en tête que c'est vraiment possible d'avoir une belle vie, puis qu'on n'est pas contraint à l'hospitalisation toute notre vie, là. Bien, c'est un beau message d'espoir que vous donnez. Je trouve que c'est très touchant, vos points. Merci. C'est malheureusement ce qui amène la fin de cet épisode. Donc, je tenais à vous remercier pour votre partage et également remercier tout spécialement ceux qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié la discussion autant que nous. Et n'oubliez pas que le balado est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Balado Québec, ainsi que le site web de CISM. Alors, au plaisir de vous avoir avec nous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.